Alors, en fait, concernant les Lubavitch, il y a eu donc une dynastie, effectivement. Il y a eu 7 successeurs, enfin, une succession de 7 rabbins. Le premier que j'ai cité, le rabbin donc Schneur Zalman, qui est mort en 1112. Et une chose qui est frappante d'abord, quand je dis une dynastie royale, ils se marient entre eux. Et quand je dis entre eux, c'est vraiment on épouse la nièce ou la cousine. Hein. Bon. Donc, une endogamie. Et en fait, ils vont monter en puissance. Ils vont monter en puissance en déjà, le premier rabbin Lubavitch, Schneur Zalman, va jouer un rôle clé, puisque c'est lui qui va fournir à l'état-major de Napoléon, lors de l'invasion de la Russie tsariste par Napoléon, un interprète, et c'est là où on se dit que l'état-major de Napoléon a été imprudent, puisque cet interprète Lubavitch va trahir les plus grands secrets de l'état-major napoléonien pour les fournir aux tsars et aux autorités militaires. Et ça va être un événement très important, parce que dans les années 1820, donc après la mort du premier Rebbe, Schneur Zalman, il va avoir l'octroi de la part du pouvoir tsariste de la citoyenneté d'honneur aux dirigeants Lubavitch. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre aux dirigeants Lubavitch de pouvoir circuler en Russie et de pouvoir nouer des contacts avec des représentants russes en particulier, chose que les autres juifs ne pouvaient pas faire parce qu'il y avait ce qu'on appelait une zone de résidence qui concernait, en gros, pour faire court, les États baltes, la Biélorussie et l'Ukraine actuelle, à peu près. Hein. Voilà. Et donc, ces représentants Lubavitch, à partir des années 1820 et quelques, étant fait citoyens d'honneur, vont pouvoir accéder, de pouvoir se rendre à Moscou, à Saint-Pétersbourg et nouer des contacts avec des juristes, par exemple, et donc avoir des facilités en tout genre. Et le 19e siècle, c'est vraiment une montée en puissance de ce mouvement Lubavitch qui va en particulier de plus en plus traiter, et ça, en fait c'est très curieux, va pouvoir traiter de plus en plus avec les juifs rationalistes occidentaux. Alors, il y a un côté dual dans ce sens que il y a dans ces milieux juifs des bagarres d'une violence épouvantable, puisque il y a en particulier une bagarre entre le milieu juif rationaliste issu de la Haskalah, les Lumières, essentiellement du monde germanique, en bagarre à mort contre les Lubavitch, qui sont, j'allais dire, la branche tradie et imprégnée de spiritualité, et parfois des retournements complets où vous avez des juifs occidentaux qui sont rationalistes, acquis aux Lumières, mais qui sont prêts quand même à collaborer avec leurs opposants. C'est vraiment, en fait, c'est en zigzag, c'est-à-dire que c'est pas en ligne droite, paragraphe 1, paragraphe 2, les choses s'entremêlent entre bagarre, réconciliation, à nouveau bagarre, réconciliation. Mais tout le 19e siècle, c'est une montée en puissance, et à la fin, ça va très loin, puisque l'officialisation de cette collaboration entre le monde Lubavitch, qui avait commencé donc 19e siècle, entre autres avec les Rothschild, eh bien, cette collaboration est officialisée, et je l'ai mis dans un document, dans une annexe, en 1914, donc vraiment la guerre éclate, où là, il y a l'ambassadeur américain dans l'Empire ottoman, qui s'appelait Morgenthau, qui va prévenir des représentants des élites financières juives américaines, et non des moindres, Jacob Schiff, dont la fille avait épousé un certain Félix Warburg. Félix Warburg, qui avait un frère qui s'appelait Paul, qui avait créé en 1913, qui a joué un rôle clé dans la fondation de la Fed, et un autre frère, Max Warburg, de la banque éponyme, la banque Warburg, qui lui est resté allemand. Il y a donc Jacob Schiff, il y a son gendre, donc Félix Warburg, et Louis Marshall, qui est un avocat très important juif américain, et ils vont créer en 1914 un institut qui est le JDC, c'est le sigle en anglais, pour financer une aide du monde de la finance juive anglo-saxonne au Lubavitch au moment où la Première Guerre mondiale existe et éclate. Et cette collaboration entre la finance juive anglo-saxonne et les Lubavitch commence en 1914. Et donc, j'ai mis le document, d'ailleurs,
qui est le document de l'annexe 8, donc la création du Joint Distribution Committee. C'est voilà, c'est document officiel avec Morgenthau. Et cette aide financière substantielle commence en 1914 et va s'arrêter en 1937 parce que Staline, donc ce sont les purges staliniennes, est en bagarre. Alors Staline qui est entouré de certains représentants juifs, Beria et bien d'autres, mais il y a une bagarre parce que cette aide financière juive anglo-saxonne au monde Lubavitch, qui permet en particulier de réinstaller, c'est ce que je raconte dans le livre, environ 250 000 Lubavitch en terre d'Ukraine. C'est curieux, c'est toujours les mêmes terres, les mêmes territoires, l'Ukraine, la Crimée, en fait, il y a des raisons. Et en même temps, c'était de la part du JDC, donc dirigé par les financiers anglo-saxons, c'était une possibilité d'espionner la Russie stalinienne. Et Staline, 1937, met le holà en coupant toute relation avec les Lubavitch et avec le JDC de Louis Marchal, de Félix Warburg et de Jacob Schiff, qui était lui mort quelques années auparavant. Et ce monde Lubavitch, en raison des pressions staliniennes, va émigrer d'abord en Estonie, puis ensuite en Estonie, en Lettonie, à Riga, puis ensuite en Pologne. Alors je tiens à préciser une chose pour vous montrer les bagarres entre clans juifs. Il y a eu la guerre civile dans les années 1920, et au sein du parti bolchevique, il y avait une section juive du parti bolchevique qui a été dirigée par un certain Dimenstein. Et Dimenstein et ses collaborateurs vont mener une guerre sanglante contre les Lubavitch, et ce Dimenstein était un ancien rabbin Lubavitch. Donc il connaissait parfaitement l'esprit de ces coreligionnaires, leur mentalité. Et donc c'est très intéressant de voir donc une collaboration étroite entre la finance anglo-saxonne et les Lubavitch. Et lorsque, après ces pérégrinations en Lettonie, en Pologne, puis ensuite leur installation en 1940 à New York, il y a des liens extrêmement étroits entre les élites juives, Lubavitch, et l'administration américaine. En fait, quand je dis l'administration américaine, dès les années 20, 1928-1929, le sixième Rebbe, le beau-père de Schneerson, Joseph Yitzhak, avait déjà rencontré le président Hoover. Et donc, il y a vraiment des contacts très étroits. Et à partir de l'installation définitive des Lubavitch, la maison mère à New York, c'est une collaboration qui va être, mais étroite, intime, dans le domaine politique, dans le domaine financier, et dans le domaine spirituel. Tout ça avec une politique étrangère mondiale à l'égard d'Israël. Enfin bref, c'est ça qui est frappant et qui, j'ai quand même apporté de moult preuves et de documents venant du monde Chabad Lubavitch. 90%, même plus de l'information vient de ce milieu-là. Et la dissidence aurait dû être ravie de ces informations irréfutables. Et vu le comportement de certains, plus que réfractaire, on se dit c'est curieux. Et bon, il est vrai que le monde Lubavitch concerne le monde américain, mais concerne aussi le monde russe, puisque je rappelle que les Lubavitch se sont ralliés à Vladimir Poutine en 1999, quand ce dernier était Premier ministre. Alors je rappelle qu'en 1999, vous aviez en Russie deux communautés, la communauté Lubavitch, Ber el-Lazar, et le Congrès juif russe, dirigé par Vladimir Gouzinski. Et Poutine a fait un choix, puisqu'il s'est appuyé sur la communauté Lubavitch, qui, petit détail, en 1999, l'économie russe était tenue entre 50 et 80% par le monde juif russe. Pour le dire quand même, ça pesait très lourd. Et ce monde Lubavitch pèse très lourd, quoi qu'en dise Xavier Moreau, que j'apprécie par certains aspects pour ses connaissances militaires, mais qui m'a toujours étonné devant son refus d'admettre des faits aussi vrai que 1515 Marignan. Voilà, et donc ce monde Lubavitch pèse très lourd dans le monde russe, et il y a actuellement, et c'est ce que j'ai apporté dans ce livre, une bagarre qui va peut-être prendre fin, une bagarre entre la maison mère Lubavitch de New York, qui dès février 2022, c'est-à-dire l'intervention russe en Ukraine, a coupé son aide financière aux Lubavitch russes pro-Poutine. Et les tentatives de réconciliation entre Trump et Poutine
en Ukraine avec le partage des terres rares, le partage des zones d'influence, etc., gaz, pétrole, eh bien, pour moi, l'élément clé qui va permettre de savoir si cette réconciliation entre Trump et Poutine est véritable, ça sera de voir le retour du flux financier de la maison mère Lubavitch de New York vers les Lubavitch russes pro-Poutine. Si la chose se fait, ça sera vraiment la preuve qu'il y a une entente solide et durable entre Trump et Poutine. Bon, on va voir. Ils ont demain, Trump et Poutine, un entretien. Nous sommes le 17 mars, donc je sais qu'il va avoir un entretien, mais c'est ça qui va permettre de savoir si vraiment les deux s'entendent. C'est le retour du flux financier de New York vers la Russie. S'il n'y a pas ça, bon, mauvais signe.